Bonjour, nous recevons sur le plateau, le studio du livre, un auteur, donc Raymond Desparmé, qui représente son père, qui est un homme d'honneur, et il va nous expliquer pourquoi. Donc voilà, Raymond Desparmé est venu nous présenter le livre de son père, Mémoire, donc un homme d'honneur parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire, et nous allons comprendre à travers cette interview l'importance de l'action qu'a menée cet homme, et donc qui, grâce à une œuvre complète, puisque nous avons un livre et nous avons également un DVD, donc nous allons comprendre à travers cette œuvre pourquoi Raymond Desparmé souhaite nous parler de la formidable conquête et de la formidable démarche humaine qu'a accompli son père. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche pour vous, pour justement commémorer la mémoire de votre père et transmettre un petit peu voilà, ses codes, transmettre ce qu'il a accompli? La démarche a été relativement simple, dans la mesure où mon père a à peine eu le temps d'écrire, de rédiger un manuscrit de ses mémoires avant de décéder. Et ma mère était évidemment un peu catastrophée par ça, donc elle m'a confié ce travail de reprendre un peu son œuvre, de remettre ça en forme, de trouver un éditeur et de le faire publier. Donc c'était une petite opération qui me paraissait simple, j'y ai passé beaucoup d'années. Et de simplicité, c'est devenu compliqué, mais c'était extrêmement intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses, tant sur l'histoire et sur le parcours de mon père. En fait, mon père était un jeune Français qui a été, après avoir fait l'école coloniale, à l'époque il n'y avait pas d'école d'administration, il n'y avait pas d'ENA, et il a fait donc l'école coloniale, et son premier poste était poste de contrôleur civil adjoint en Tunisie, et il a été affecté dans un bled, Kasserine, qui était à l'époque une grande place vide, une dizaine de bâtiments autour, et puis c'est tout. Et en fait, il avait été affecté là-bas par le résident général français, le résident qui représentait la France pour le protectorat français. Et ce résident général voulait absolument envoyer quelqu'un à Kasserine pour créer une ferme gouvernementale, non pas pour le plaisir de créer une ferme gouvernementale, mais surtout pour y protéger les hommes, les républicains de la marine espagnole, qui avaient subi la défaite contre Franco, qui se sont expatriés et qui avaient été refusés d'abordage en Algérie. Ils ont été acceptés en Tunisie et mis dans des camps. Et Éric Labonne, ce résident général, plutôt que de garder ces gens-là dans les camps, il trouvait que c'était injuste, parce qu'ils étaient traités un peu comme des prisonniers de droit commun, il les a envoyés carrément à l'orée du désert avec mon père pour créer une ferme. Et cette ferme a été une chose étonnante, étant donné que mon père, lui, il avait fait l'école coloniale, donc l'agriculture, il ne connaissait pas grand-chose. Et tous les gens, les Espagnols qui étaient avec lui, c'était tous des marins, donc les petits pois et les choux, ils ne connaissaient pas non plus. Mais ils ont réussi à faire une ferme extraordinaire et qui a non seulement nourri les Espagnols, qui a permis de vendre un peu partout en Tunisie, ce qui était important parce qu'en période de guerre, il y a toujours des pénuries de nourriture. Et chose extraordinaire, pour une entreprise, disons, d'État, c'était quasiment le seul organisme bénéficiaire de ce genre en Tunisie à l'époque. D'accord. Et justement, la question qui me vient à l'esprit, votre père est pour moi un héros, justement, un homme qu'on peut considérer comme un héros, puisqu'il a consacré une partie de sa vie aux autres.
même si effectivement c'était une mission qui lui avait été donnée. Et pour faire un petit peu le lien avec l'époque que nous vivons, est-ce que vous reconnaissez dans les personnalités qu'on peut avoir aujourd'hui, les personnalités médiatiques, est-ce que vous reconnaissez cette espèce d'héroïsme qui n'existe plus et est-ce que cet esprit patriotique dont a témoigné votre père, est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui ? Un esprit patriotique, bon, il y a des hauts et des bas. Bon, actuellement, avec toute l'ambiance des attentats, ça a réveillé une certaine forme de patriotisme qui devait déjà être quelque part enfoncé dans nos consciences, aussi bien celles des jeunes que des moins jeunes. Mais mon père, lui était né en 1912. Il a traversé dans sa prime jeunesse la guerre de 14 et il a eu une deuxième guerre qu'il a fallu affronter, c'est 39-45. Donc le patriotisme lui a été inculqué par les événements. Oui, bien sûr, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un état d'esprit, une éducation et ce patriotisme, il l'a quand même manifesté de manière concrète, hein. Donc c'est une véritable action. Vous allez nous expliquer un petit peu, par exemple, moi j'ai vu le reportage qui a été fait avec les témoignages qui sont très touchants parce qu'il a sauvé des vies, votre père. Comment il a sauvé ces vies? Expliquez-nous un peu, donnez-nous par exemple voilà, une petite anecdote sur des personnes qui sont encore de ce monde aujourd'hui d'ailleurs. Hein, Oh, il y a encore un certain nombre de gens qui sont de ce monde. Ben, il a sauvé des vies d'une façon relativement simple, c'est-à-dire que quand il était en Tunisie, par exemple, ne serait-ce qu'à la fin du protectorat tunisien, il était administrateur d'une région à la limite de l'Algérie et de la Tunisie. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. Et mon père n'acceptait pas, disons, que les militaires français basés en Tunisie aillent faire des bombardements en Algérie, parce qu'il considérait que c'était un autre pays. Ce qui fait qu'avec l'accord d'un certain nombre de généraux d'ailleurs, il s'arrangeait toujours pour prévenir les gens à l'avance de différents bombardements, non pas parce que c'était un traître, mais tout simplement parce qu'il ne voulait pas que sur le sol tunisien, qui était le sol du protectorat dans lequel il était, dans lequel il avait des responsabilités, soit mêlé à une guerre qui était dans un autre pays, qui était de l'autre côté l'Algérie, et à l'époque c'était entre guillemets la France. Donc il a sauvé pas mal de gens comme ça, en évitant que de pauvres gens qui, par le biais d'un certain nombre de terroristes venant s'entraîner en Tunisie, aient été bombardés et massacrés aussi donc de ce fait. Bien sûr. Donc ça s'est déroulé entre 1937 et 1947. Non, ça c'est ce dont je parle là, c'était en 1956, donc à la fin de sa présence en Tunisie. Avant ça, pendant la guerre, ce qu'il a fait souvent, c'est qu'il s'arrangeait à essayer de prévoir à l'avance l'avancée des différentes troupes allemandes, en particulier les troupes de Rommel, qui étaient des soldats assez exceptionnels. Il essayait de devancer un peu leur mouvement pour que les réfugiés espagnols ou les Tunisiens de Kasserine et ainsi de suite puissent aller se réfugier dans le Djebel. En particulier, il y avait un certain nombre de mines de plomb à droite et à gauche. Donc, il leur avait trouvé des refuges. Si jamais les Allemands arrivaient ou les Américains arrivaient et que ça bombardait, il leur trouvait des refuges dans les galeries de mines pour qu'ils soient à l'abri. Et alors, j'ai une petite question un peu audacieuse, mais vous savez, par les temps qui courent, à l'époque où on vit, on a envie de s'identifier à des sauveurs, à des héros. Et j'ai envie de dire, voilà, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, est-ce que vous pensez que votre père aurait agi comme il l'a fait à l'époque? Est-ce que vous pensez... Quelle action vous pensez qu'il aurait mené? Une action diplomatique? Comment il aurait réagi par rapport à ce qui se passe en ce moment? Mon père a hérité d'une sagesse.
celle de son père, qui a été le premier agrégé d'arabe de France. Et son père l'a obligé à apprendre à faire 1 heure d'arabe par jour, tous les jours de sa vie, jusqu'à 21 ans. Formidable. À l'époque, c'était sa majorité. Et donc, il connaissait par cœur le Coran, les habitudes tunisiennes, les habitudes musulmanes. À l'oreille, il pouvait savoir que c'est un Égyptien ou un Irakien, et ainsi de suite. Et je pense qu'il aurait eu une autre attitude, en ce sens que, étant donné que c'était quelqu'un qu'il connaissait, et les gens du coin savaient, l'aimait beaucoup pour la simple raison qu'il savait qu'il avait la même mentalité qu'eux. Ce que je dis tout le temps, mon père était un Tunisien dans l'âme. C'est merveilleux ce que vous dites là, parce que ça nous renvoie aussi en même temps à la tolérance, à toutes ces thématiques qui sont finalement très, on va dire, utopiques, mais en même temps se mettre à la portée, c'est ce que vous nous dites, c'est ce qu'a fait votre père. Se mettre à la portée de l'autre pour essayer de le comprendre et donc, voilà, se mettre à la portée de son langage, de ses coutumes et pour finalement mieux échanger. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas de l'œuvre de votre père. Il s'est mis effectivement au service des autres et à tel point que ce qui m'a frappé, je cherchais un élément intéressant pour démarrer ces mémoires et j'ai trouvé une sourate du Coran qui avait été calligraphiée par un ami de mon grand-père, l'agrégé d'arabe, qui dit que le plus noble des hommes est celui qui se met au service des autres. Voilà, exactement. Bah, écoutez, vous avez tout dit. Je vous remercie pour cette interview très riche et puis je vous souhaite bonne chance. Je rappelle qu'on peut vous retrouver en dédicace sur le stand des auteurs et des livres, qui est votre éditeur, et donc qui se trouve D12, donc, qui est emplacé sur le stand D12, sur le salon du livre. Voilà, merci d'avoir accepté. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée.